Bonjour, très heureuse de vous retrouver. Bienvenue pour la quotidienne du 18 octobre. Cette semaine, une thématique spécialement dédiée à la chasse et on en parle aujourd'hui en plateau. Alexandre, j'ai le plaisir de partager le plateau aujourd'hui avec toi. Bonjour. Salut Andrea, ça va bien et toi? Ouais. Alors tu vas nous mettre un petit peu l'eau à la bouche en fin de semaine. Où est-ce que tu nous emmènes pour cette thématique chasse? Eh bien, en forêt déjà avec un garde-faune pour savoir qu'est-ce que c'est un garde-faune et qu'est-ce qu'il fait. Et puis en fin de semaine, jeudi, je serai à l'auberge de Coinsin pour savoir, pour un restaurateur, qu'est-ce que ça représente la saison de la chasse, puis comment on cuisine la chasse, justement. On passera à table, vous l'aurez compris. On commence tout de suite avec notre invité du jour, Raymond Bourignon. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes évidemment chasseur, vous êtes également responsable de la commission formation et tir au sein de la Fédération des sections vaudoises de la Diana, également fondateur et président de la fondation Sauvetage Fonds Vaud. La chasse, on peut le dire, c'est toute votre vie, c'est votre passion. C'est effectivement une passion, c'est ma vie et comme je l'ai dit régulièrement, je suis un peu tombé dans la marmite puisque mon père à l'époque chassait déjà et puis ensuite mes frères aussi se sont mis à la chasse et naturellement, normalement mon fils aussi nous a suivis dans cette activité. Oui, on reviendra sur cette histoire de famille qui aujourd'hui aussi tend à se répéter un petit peu plus tard dans l'émission. Mais j'aimerais savoir aujourd'hui, est-ce que c'est une étiquette qui est facile à porter, en tout cas une activité qui est facile à porter? Est-ce que vous vous présentez facilement en tant que chasseur ou il y a un petit peu d'appréhension? Alors souvent il y a un peu d'appréhension parce que c'est vrai que quand on regarde un peu les réseaux sociaux, même si j'en fais pas partie et que je ne suis pas sur les réseaux sociaux, lorsque quelqu'un me montre un peu les messages qu'il y a sur les réseaux sociaux par rapport aux chasseurs, on se dit mon Dieu, mais pourquoi avoir des pensées aussi négatives par rapport à la chasse alors que c'est une activité qui dure depuis des millénaires et qui est extrêmement naturelle par rapport à l'être humain. Et il y a des choses qu'on ne comprend pas bien. Et je dis toujours à ceux qui sont un peu réticents, venez nous accompagner, regardez un petit peu ce qu'est la chasse et de la manière dont on la pratique, et vous allez certainement y adhérer. Ouais, Alexandre, c'est vrai que c'est un monde auquel on a souhaité s'y intéresser, mais toi-même, en prenant contact avec ces différents cœurs d'activité, finalement, tu as senti aussi une petite appréhension. Oui, effectivement, autour, il y a plusieurs polémiques. Et avant d'en parler, je voulais savoir aussi, depuis combien de temps vous pensez que ça a évolué, peut-être le regard en fait, que la population aurait vis-à-vis de la chasse? Écoutez, dire exactement la date à laquelle cette réticence au niveau de la chasse est venue par rapport à certains milieux, je ne sais pas. Mais je pense que depuis une vingtaine d'années, au moment où des ONG se sont créées, des naturalistes ont été actifs, etc., je pense que c'est à ce moment-là que cette réticence, cette hostilité à la chasse est venue. Mais ce qu'on s'aperçoit aussi, c'est que nous, quand on reçoit des gens, que ce soit des personnes de Pro Natura, si vous me permettez, ou d'autres activistes de cette manière-là, et encore vendredi dernier, on a eu une personne qui nous a accompagnés qui était de Pro Natura à l'époque, qui ne l'est plus, et elle l'a trouvé absolument fantastique. Une journée passée avec nous en forêt, à la chasse, et voir l'activité que ça demande, la relation qu'on a avec nos chiens, etc. Ouais, parce que c'est vrai qu'il y a une activité qui est très réglementée, il y a beaucoup de lois qui sont là, qui sont mises en place, mais quand on parle de l'activité de chasseur, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il fait un chasseur? Alors un chasseur, d'abord, c'est pas seulement la chasse, c'est d'abord parcourir la nature d'une manière générale. La nature avec un grand N, c'est-à-dire marcher, observer, regarder, en fait peut-être préparer sa saison de chasse de manière à voir, surtout pour ceux qui pratiquent la chasse à l'affût ou à la pirche, etc., voir les habitudes des animaux, comment ils se comportent, peut-être voir et observer un animal qui a peut-être un certain âge ou qui a une aptitude à être prélevé, si vous voulez. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on fait un peu toute l'année. Ouais, une aptitude à être prélevé, parce que c'est vrai pour les gens qui ne s'y connaissent pas du tout, hein, comme moi, je vous avoue, à partir de quel moment est-ce qu'on peut tirer un animal? Alors, tirer un animal, c'est extrêmement réglementé. Ce qu'il faut savoir, c'est que le canton de Vaud, il y a des lois sur le plan cantonal, il y a des lois sur le plan fédéral, il y a des directives chaque année, des directives qui sont basées, par exemple, sur des comptages.
Donc chaque année, il y a ce qu'on appelle indice IKA, indice donc attendez voir comment c'est déjà, l'indice kilométrique d'abondance, c'est-à-dire qu'en définitive, chaque année, 2 fois par année, les gardes-faunes avec leurs auxiliaires parcourent des sentiers, disons, identiques chaque année et comptent exactement le nombre d'animaux qu'ils voient lors de ces comptages. Et à ce moment-là, il y aura un plan de tir qui va être déterminé pour savoir combien de chevreuils seront prélevés, combien de cerfs vont être prélevés. Bon, il y a aussi... C'est environ 2 à 3 chevreuils par chasseur. C'est à peu près ça, oui. Oui, tout à fait. Par rapport à toute cette réglementation, on sait qu'il y a aussi des formations qui sont proposées. Aujourd'hui, est-ce que cette formation, elle a aussi évolué avec l'image qu'on se fait du chasseur? Oui, là, il y a eu une évolution énorme au niveau de la formation. Moi, je me rappelle, j'ai passé mon permis vaudois en 1982. Il n'y avait pas tous ces thèmes, disons, qui étaient abordés. Actuellement, au niveau formation, il faut savoir qu'un chasseur, s'il a le temps, il peut arriver à faire cette formation sur un espace d'une année. Autrement, c'est sur 2 ans. Parce que, effectivement, la thématique même de tout ce qu'il y a à emmagasiner, à assimiler est énorme. Si je regarde, par exemple, connaissance au niveau des mammifères, connaissance au niveau des oiseaux, connaissance de la législation sur le plan fédéral, sur le plan cantonal, les directives chaque année qui sont effectuées, connaissance des chiens, au niveau de la venaison. Donc c'est de plus en plus réglementé. C'est beaucoup plus en plus réglementé et il y a une formation qui est complète au niveau de la venaison. Il faut savoir comment éviscérer un animal une fois que vous avez prélevé, que vous avez été cueillir dans la nature un animal. J'aime bien ce mot cueillir parce qu'on parle des champignonistes et d'autres personnes qui ont des activités nature. Et nous, on a aussi cette activité nature. Alors, ce qui gêne beaucoup, c'est le fait de tirer puis de prélever un animal. Mais en fait, c'est la même dimension. Donc, il faut éviscérer l'animal, ensuite il faut l'écorcher, ensuite il faut le préparer. Les vrais chasseurs, la plupart maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des atrios, ils font des saucisses, ils font de la viande séchée. Tout ça, c'est traité. Et ça, il faut l'apprendre. Et ça, dans le contexte des cours de formation, c'est des thèmes qui sont abordés. Donc ça va assez loin dans la préparation. Alors, ce qui est extrêmement important au niveau formation, c'est le tir. Ouais. Parce qu'il y a une question fondamentale qui est la sécurité, ça c'est clair. Souvent, quand on rencontre des promeneurs, « Oh, mon Dieu, vous avez un fusil, vous ne me tirez pas dessus », ça c'est typique d'une rencontre avec un chasseur. Et puis il faut essayer, c'est de tranquilliser la personne en disant vous ne faites pas de soucis, etc. Ouais. Tout va bien aller. De communication à faire, mais vous me disiez quelque chose de très intéressant en préparant cette interview, c'est qu'il y a aussi un regain de l'attrait lié à la chasse. Après cette période du Covid, vous avez senti justement cette image un petit peu changer, évoluer. Oui, ça c'était incroyable. Déjà au niveau forêt, alors on rencontre beaucoup plus de monde, ce qui n'était pas le cas avant. Maintenant, avec le Covid, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on reçoit, 2 ans de suite, qu'on reçoit presque une centaine de candidats chasseurs sur le canton de Vaud. Donc là, on se dit, à quelque part, il y a eu un déclic où les gens, tout d'un coup, se sont sentis plus proches de la nature. Il y a aussi plein de sortir aussi. Oui, et puis il y a aussi plein de thématiques par rapport à la viande, la viande d'élevage, etc. Puis les gens se disent, mais en fait, pourquoi pas aller la chercher nous-mêmes et peut-être voir... alors il y en a qui font la formation, c'est juste pour voir et apprendre. Et puis après, peut-être qu'il y en a qui ne vont pas chasser, mais peut-être d'autres vont vraiment s'y mettre et chasser et aborder ce thème de chasse d'une manière... pleine nature. Oui, on continuera cette thématique de chasse tout à l'heure avec vous. On s'intéressera aussi à votre propre consommation de la viande parce que c'est vrai que vous m'en avez parlé et puis vous me disiez quelque chose de très intéressant. Mais je vous propose pour l'instant de retourner à l'extérieur avec toi, Alexandre. On ouvre une page culture et puis on se met en route. Exactement. Est-ce que vous aimez le théâtre, Monsieur Bourguignon ?
Alors j'allais beaucoup au théâtre, j'y vais moins. Mais c'est vrai que j'allais beaucoup au théâtre avant, maintenant j'y vais un petit peu moins, puis avec le Covid, j'ai plus été du tout. Alors peut-être que vous seriez intéressé à aller dans un théâtre, dans un camion. C'est la visite insolite que je vous propose aujourd'hui, Andrea, parce que c'est le pari fou en fait du duo Les Monsieur avec leur spectacle Ni Brel ni Barbara, qu'ils jouent dans toute la Suisse romande encore jusqu'à fin octobre. Alors la semaine passée, ils étaient de passage chez nous à Étoile et puis à Mi. Alors c'était l'occasion de visiter ce camion en compagnie de Phil Keller, qui est le concepteur de ce 40 tonnes qui déploie une véritable salle de théâtre. Allez, je vous emmène avec mon téléphone, regardez. Alors je me trouve devant la salle polyvalente d'Étoile où s'est garé ce camion spectacle pour présenter Ni Brel ni Barbara, un camion théâtre, voilà, qui peut accueillir jusqu'à 90 places que vous voyez ici. Et puis je suis en compagnie de Phil Keller, qui est le concepteur de ce truck. Bonjour, Phil. Bonjour, enchanté. Alors présentez-nous un petit peu ce camion déjà de l'extérieur. C'est vrai que c'est pas banal. Non, c'est unique même. Unique. Donc voilà, c'est le Truck Tour 2021 avec un spectacle qui s'appelle Ni Brel ni Barbara qui tourne dans toute la Suisse romande sur les 6 cantons avec une semi-remorque de 40 tonnes qui se déplie et qui permet en moins d'une heure et demie de se transformer en une véritable salle de spectacle. Donc nous avons une extension de chaque côté. Lorsque nous arrivons, nous déployons la semi-remorque avec à l'intérieur tout un équipement, les sièges, etc. comme un véritable théâtre. On a les mêmes normes qu'un théâtre en dur, mais nous sommes itinérants, nous sommes mobiles. D'accord. Voilà. Donc camion de 40 tonnes, hein, c'est ça? Exactement, 40 tonnes. Et puis combien de longueur? 17 mètres de long, 16 mètres 80 exactement. Bon bah très bien. 16 mètres 80, pardon. 80. Je vais y arriver. Super. Bon bah vous nous faites visiter alors. Exactement. Bon, alors on va donc on va faire le tour avec un magnifique visuel qui vous indique le spectacle qui joue ce soir notamment. Tout cela jusqu'au 28 octobre. Voilà. Et puis là, on vous suit donc à l'intérieur de ce camion. Installé à 100% puisqu'il y a encore une partie qui va s'ouvrir à l'arrière, qui sert de loge pour les artistes. Ah voilà, donc ça, ce qu'on voit, c'est la loge en fait. Exactement, donc elle est là, pour l'instant elle est fermée, on va l'ouvrir dans quelques instants. D'accord. Elle va se déplier également comme le reste de la scie. Vous voyez, on est en train d'installer les escaliers. Il n'y a plus que les garde-corps à mettre, mais venez avec moi, je vous invite à rentrer à l'intérieur. Voilà, la porte s'ouvre, on rentre, le rideau. Tac, et la quête. Voilà, on est avec vous. Donc on va découvrir ensemble cette magnifique salle, voilà où sont les artistes qu'on va retrouver après. Alors Phil, venez quand même me présenter ce théâtre. Donc on voit 90 places ici dans ce camion. Exactement. Et il y a quoi d'autre? Donc il y a tout comme dans un théâtre. Exactement, il y a le même système de son que dans un théâtre, il y a la même lumière, exactement comme dans un véritable théâtre. Et on explique souvent que si on bandait les yeux à un spectateur à l'extérieur, à aucun moment lorsqu'il rentre dans le camion, il peut imaginer être dans une semi-remorque. Il pensait être dans une véritable salle de spectacle puisque c'est exactement les mêmes conditions que dans une salle de spectacle. Alors pourquoi un camion du coup? Pourquoi un camion théâtre? Et que personne n'avait fait ça jusqu'à maintenant. Et c'est la première fois que l'on reçoit des artistes en Suisse pendant cette tournée jusqu'au 28 octobre. D'accord. Elle est où la scène? La scène elle est exactement juste devant vous. Ah d'accord. Donc là donc, en fait je marche sur la scène. Là vous êtes sur la scène. Voilà, juste ici avec l'entrée qui est derrière moi. Exactement, elle sera prête dans quelques dizaines de minutes. Voilà. Puisque donc on a tout le matériel du spectacle qui se joue ce soir, que l'on installe pour lorsque le camion se déplace sur la scène et ensuite on remet tout à sa place dans les coulisses et dans la loge pour que les artistes puissent travailler exactement comme dans un théâtre. Eh ben, je vous remercie beaucoup pour cette visite et ces explications. Voilà, alors c'est vrai que c'est tout petit à l'intérieur, mais ça fait intimiste comme ambiance. Alors c'est intimiste, c'est pas spécialement tout petit, puisqu'il y a beaucoup de théâtres qui n'ont même pas une jauge de 90 places, alors que nous avons exactement la même jauge de 90 places. Voilà. Bon, bah on va aller s'asseoir sur ces fauteuils et puis voir s'ils sont confortables. On va retrouver Laurent et Mario qui sont derrière nous pour discuter donc de ce spectacle Ni Brel ni Barbara. Donc à tout de suite. En attendant, petite interlude dédiée à l'actualité, à Gland, la station d'épuration de la Dulive est saturée et la nouvelle STEP prévue sur le site du Lavasson ne sera pas opérationnelle avant 2025-2026. L'APEC, association intercommunale qui gère ces équipements, a décidé qu'elle ferait opposition à tout projet de construction au plan d'affectation prévu pour accueillir plus de 15 nouveaux habitants. Quelles conséquences pour la municipalité? Les explications de Thierry Genoux, municipal en charge des bâtiments et de l'urbanisme. C'est vrai qu'il faut passer par une étude complémentaire à tout projet de construction qui dépasse 15 équivalents habitants, donc 15 pièces habitables on va dire.
Et on doit passer par une étude de normalisation ou d'équipement technique particulier pour arriver à ne pas submerger cette station qui est en bout de vie. L'APEC nous dit qu'elle va faire opposition à toute nouvelle construction. Qu'est-ce que ça signifie vraiment? Et justement, comme vous l'avez dit, quelles sont les solutions bis qui pourraient permettre la construction de ces habitations ou de ces industries? Alors c'est vrai que l'APEC se doit d'être assez alarmant. Je veux dire, il y a une station d'épuration, il y a un plan d'affectation qui est justement derrière nous, qui est à l'étude. Donc il faut que l'APEC soit clair avec leurs données. Et il faut impérativement qu'il y ait une discussion entre les constructeurs, la commune territoriale et l'APEC pour trouver des solutions techniques, style, alors petite mini-step sur place. Ça m'étonnerait qu'une fosse de décantation soit admise par le canton parce que la solution technique doit faire partie de l'enquête publique qui sera après validée par le canton et qui sera automatiquement une situation provisoire. J'imagine que c'est quand même extrêmement contraignant pour les constructeurs. J'imagine aussi qu'en tant que municipal en charge de l'urbanisme, votre téléphone n'arrête pas de sonner. Les gens sont inquiets. Qu'est-ce que vous leur dites à ces constructeurs? Mais c'est vrai que tout le monde prend ça comme un gel, comme un moratoire. On a encore un postulat qui est au niveau du conseil communal pour un éventuel moratoire. Il ne faut pas le prendre comme tel. Du reste, le plan d'affectation est en route. Donc il faut tranquilliser les choses, il faut amener des solutions techniques et il ne faut surtout pas voir ça comme une gelée complète des constructions sur les 21 communes. Il faut surtout discuter, trouver des solutions. Et il y en a déjà des constructeurs qui ont trouvé des solutions, donc il n'y a pas de raison d'être alarmiste à ce moment-là. On espère que dans les 2 ans, le permis de construire de la nouvelle station sera délivré, ce qui fait qu'on a un petit laps de 24 mois pour les grosses constructions, ce n'est pas un réel problème. Ce projet de STEP avance. En parallèle, il y a un concours d'architecture, de paysagisme qui va être rendu public au mois de novembre. Le but, c'est quoi? Le but est véritablement d'intégrer cette nouvelle station d'épuration à un paysage qui est assez contemplatif, qui est assez plein de verdure. Donc le but n'est pas de positionner cette station d'épuration au milieu de nulle part, mais de l'intégrer au domaine et vraiment de faire vraiment une bonne intégration paysagère aussi pour les communes voisines qui sont les plus proches et les habitants qui ne sont pas très loin non plus. Quelles sont les dates clés à venir? Est-ce qu'il y aura des présentations publiques? Est-ce qu'il y aura plus d'informations à la population? C'est vrai, comme vous l'avez dit, il y a le concours d'architectes paysagistes qui viendra fin novembre. Donc début décembre, il y aura des dates à retenir qui seront communiquées aux citoyens et aux communes voisines également. Attachez vos ceintures, on continue notre voyage en camion avec toi, Alexandre Nibrel-Nibarbara, sur la route. Oui, parce que maintenant qu'on a vu ce camion, on a envie de savoir pourquoi les artistes ont-ils décidé de faire cette tournée en camion théâtre, comment ça fonctionne. Du coup, je les ai rencontrés, j'ai discuté à l'intérieur de ce camion avec les 2 comédiens-chanteurs, Laurent Brunetti et Mario Pacchioli. Regardez. Le côté insolite de ce camion théâtre, j'ai envie de vous demander pourquoi. Eh ben écoute, on n'a pas réfléchi longtemps en fait. On s'est vite rendu compte le 2e jour du confinement, qu'il fallait trouver une solution pour le jour où tout reprendrait. Et puis on avait surtout envie de retourner à la rencontre des gens, ramener la culture peut-être là où elle est moins présente et surtout aller de ville en village pour retrouver cette proximité et puis faire en sorte que les gens puissent effectivement se rencontrer à nouveau, proches de chez eux. Il y avait cet esprit-là, Mario, aussi, d'aller vraiment à la rencontre en fait, des villages de campagne. Oui, c'est-à-dire que, comme disait Laurent pendant le confinement, on s'est dit quand ça redémarre, on ne saura pas dans quel état seront les gens. Est-ce qu'ils auront envie, le courage d'aller jusqu'en ville, d'aller là où il y a les grands théâtres? Est-ce que peut-être qu'il faut aussi aller doucement pour les réapprivoiser, d'aller au théâtre? Parce que nous, on le sent nous-mêmes. Il faut qu'on se réhabitue à sortir, on est devenu sauvage. Ouais. Non, mais c'est vrai. Ne me quitte pas, dis, je ne vais plus pleurer. Reviendras-tu? Je ne vais plus parler, je me cacherai là, à
de regarder, effectivement, pour aller voir les gens chez eux. Et puis voilà, puis comme je disais, ils vivent une expérience assez incroyable parce qu'en même temps, ils entrent dans un camion, ils savent pas ce que c'est un spectacle qui va se passer dans un camion. Ouais. Après quelques secondes, ils oublient qu'ils sont sur leur place de village ou de petite ville, qu'ils oublient qu'ils sont dans un camion. Et puis le spectacle amène la magie parce que là, on le voit pas encore, tu le vois pas encore, mais au niveau technique, c'est assez impressionnant comme ce lieu est équipé. Et on a aussi retravaillé toute la mise en scène avec Rémi Deval, le metteur en scène, la création lumière avec Pierre Vandels, qui est un des génies français de la création lumière. Et pour vous, comédiens, qu'est-ce que ça change? Parce que vous dormez pas dans ce camion, on va le préciser déjà. Non, du tout. Donc c'est-à-dire que vous suivez c'est une salle de ce spectacle, camion. c'est pas un hôtel. Exactement. C'est pas un camping-car. Voilà, c'est pas un camping-car. Donc en fait, vous suivez ce camion tout au long de la tournée. Qu'est-ce que ça change pour vous, pour votre travail, pour votre rapport avec le public aussi, Mario? C'est-à-dire qu'on a dû, ça c'était le grand défi, parce qu'on vient de jouer à Avignon sur une scène de 14 mètres de large et une énorme scène. Et c'était le grand défi de remettre la même pièce, le même spectacle sur un espace beaucoup plus restreint. D'amener le piano droit. Tout à fait. Tout parce qu'on a voulu dire non à rien. On a tout voulu sur scène, mais évidemment plus petit. Et la petite loge, ça vous dérange pas? La petite loge, la grande loge. Ah, la grande loge. Et ça, c'est ce que les gens ne savent pas, mais c'est qu'en plus de ça. Que je n'ai pas pu voir là, mais. Non, parce qu'elle est encore déployée. Elle est en montage, mais elle n'est pas encore déployée. Mais c'est-à-dire vraiment, le camion s'ouvre avec système hydraulique des deux côtés, comme Phil Keller vous l'a expliqué. Et puis également dans la longueur, ça laisse place à une loge assez incroyable, avec les lumières. Enfin, exactement, on est vraiment. On n'a rien à envier à une autre loge de grand théâtre. Ouais. Raymond Bourguignon, vous disiez en découvrant le sujet que Brel et Barbara, ça fait partie de votre génération. Absolument, oui. Je ne sais pas si vous savez, mais Brel a fait une chanson qui pourrait être dédiée aux chasseurs. Elle s'intitule Les Biches. Vous la connaissez? Ça me dit quelque chose, mais les souvenirs s'estompent. Alors on vous la fera écouter plus tard, Alexandre. Tu sortiras ton disque jockey. Ouais, je la connais pas non plus, alors pourquoi Les pas. biches. Alors voilà, pour notre thématique chasse, c'est parfait de la semaine. On remonte un petit peu le temps avec vous, vu qu'on parle souvenir, Monsieur Bourguignon. Votre premier souvenir de chasse remonte à environ 1964, une activité que vous partagiez avec votre papa, une activité qu'aujourd'hui vous partagez aussi avec votre fils. C'est quoi les valeurs qu'apprend la chasse? Les valeurs qu'apprennent la chasse, c'est un grand sujet, mais je pense que c'est déjà avoir les deux pieds sur terre et puis d'être volontaire. Et je me rappelle au niveau de souvenirs quand j'étais enfant, c'est le jour où mon père m'a dit « Demain, tu vas m'accompagner à la chasse ». Et je me rappelle que cette nuit-là, j'avais très peu dormi par l'excitation et de pouvoir parcourir la campagne. À l'époque, c'était Genève, puisque la chasse n'était pas encore interdite à ce moment-là sur le canton. Et l'urbanisme n'était pas aussi important. Et je me rappelle que d'avoir cette envie de parcourir la nature faisait que la nuit était assez courte en fait. Ouais, donc il y a une excitation complètement qui était totale. Ouais, cette excitation, elle vient d'où? C'est le fait de tirer un animal ou pas? Alors je crois que c'est un tout. C'est un tout. C'est le fait de voir travailler le chien, de voir de quelle manière il réagit par rapport à une odeur qui s'est transmise par l'animal la nuit, d'être aussi suffisamment finot en tant que chasseur pour peut-être aider le chien à débusquer l'animal. Donc il y a toute cette partie chasse, traque qui est quand même assez intéressante. Ouais, vous vous souvenez du premier animal que vous ayez tiré ? Alors écoutez, oui, je me souviens du premier animal. À l'époque, on avait quand même très peu d'exercices au niveau tir, ce qui n'est plus le cas maintenant. Maintenant, il y a des exigences. Chaque année, chaque 3 ans, on doit passer des examens de tir pour être sûr qu'on soit apte à tirer correctement. Mais à cette époque-là, ce n'était pas le cas. Et c'est vrai que je pense j'ai bien dû tirer quand même bien quelques fois sur un lièvre à l'époque et que ça n'a jamais fait mouche. Et voilà, je me disais, mais t'es nul,
il faudra quand même voir pour qu'on s'entraîne un petit peu avant. Et le premier animal, je dirais, je me rappelle que c'était au bord d'un champ de maïs et c'était quelque chose d'assez émouvant et émotionnellement prenant. Ouais, émouvant, pourquoi? Parce que c'est vrai, quand on entend, je ne sais pas, hein, Alexandre, on entend ces gens qui nous parlent de la chasse, il y a toujours un clivage qui est assez fort, hein, entre les gens qui sont OK de faire de la chasse, ceux qui n'acceptent pas. Mais qu'est-ce que vous leur dites à ces gens-là? Est-ce que c'est le plaisir de tuer un animal pour montrer sa supériorité? Est-ce que c'est ça, le rapport que vous avez, ou pas du tout? Non, je ne crois pas du tout. Alors, il n'y a rien à voir à être supérieur à un animal, parce que les animaux méritent tout notre respect. Et je pense qu'un chasseur a beaucoup de respect par rapport à un animal. Vous voyez, la majorité des chasseurs, une fois qu'il a prélevé un animal, souvent il y en a qui caressent l'animal, qui vont chercher une branche, qui lui mettent dans la bouche de manière à lui rendre hommage. Mais je pense que c'est beaucoup cet attrait de prélever et puis ensuite de pouvoir manger cette chasse et de pouvoir faire la fête autour de ça. Est-ce qu'il y a ce jeu aussi de chasse, vraiment, donc de traque de l'animal en forêt, d'essayer d'aller à sa rencontre dans son habitat? Je pense que c'est ça aussi? Oui, c'est ça. Ça, je trouve, c'est quand vous êtes en forêt, vous êtes avec votre chien, vous guidez aussi votre chien, vous connaissez un peu les biotopes, comment ils sont, vous savez un peu où le gibier reste tranquille la journée, donc vous allez en fonction des biotopes diriger un petit peu votre chien pour lever l'animal. Je vais vous poser une question très cliché, pardon, mais est-ce que le chasseur aujourd'hui garde encore des trophées? Certains oui, certains pas du tout. Et vous? Non, plus. Je garde pratiquement plus de trophées. J'ai eu la chance cette année de tirer un beau malcerre. Alors j'ai quand même fait le trophée parce que je trouvais que c'était dommage qu'il passe directement peut-être à la déchetterie. Je trouvais idiot. Donc je l'ai fait, mais je ne sais pas du tout ce que je vais en faire. Ouais. Donc peut-être que je le donnerai à quelqu'un, peut-être une cabane en montagne, je ne sais pas encore, mais ce n'est pas le genre de choses qui m'attire spécialement. Quand je tire un animal, je ne regarde jamais le trophée. Et vous disiez aussi quelque chose de très intéressant en préparant l'interview, c'est que finalement votre rapport aussi à la viande est aussi induit par votre activité de chasse. Aujourd'hui, vous consommez de moins en moins de viande parce que la viande que vous voulez consommer, c'est celle que vous pouvez et souhaitez tirer. Oui, absolument. Donc c'est clair que par rapport à le nombre d'animaux qu'on peut prélever chaque année, je n'ai pas besoin d'acheter de viande. Donc on a des congélateurs, on peut les remplir et ça nous fait de la viande un peu pour toute l'année. Si on a trop de viande, quitte à les distribuer au niveau des amis, au niveau de la famille, etc., de manière à leur faire profiter de ce que cette nature peut nous donner. Et ça, je pense, c'est important. Mais non, la viande au niveau des supermarchés, c'est plus tellement mon truc, effectivement. Ce qui prouve que finalement, ça induit aussi une consommation beaucoup plus responsable. Oui, et raisonnable. Ouais. Donc voilà, on ne va pas manger de la viande tous les jours. On va manger quelquefois de la viande, mais quand on mange de la viande, on en profite. Et puis on la cuisine avec amour. Avec amour. Mais ça, on le saura avec toi, Alexandre, puisqu'en fin de semaine, on ira dans ces cuisines dans la région. Et pour l'instant, pour se donner faim, on se met au sport avec toi. Exactement. C'est vrai qu'un chasseur doit être concentré avec ses yeux. Eh bien, un pilote automobile aussi. Alors, je vous présente Théo Vaucher. Il a 18 ans, il est glandois. Et après avoir fait du karting, eh bien, depuis l'âge de 8 ans, il s'est lancé l'année passée dans la monoplace en Formule 3. Alors, il concourt actuellement pour le championnat Ultimate Cup qui se déroule en 4 étapes entre la France et le Portugal. Je l'ai appelé ce week-end en visioconférence pour ses préparatifs. Il était à Magnicourt en Bourgogne. Et je peux vous le dire, je l'ai appris ce matin, Théo a fini 3e sur les 3 courses, un podium à chaque fois. Il est actuellement 2e du classement général. Alors je vous propose de regarder cet échange avec Théo où il nous explique à la fois ce qu'il vit et il nous parle de son amour pour son sport. Bonjour Théo Vaucher. Bonjour. Comment vous vous sentez quand vous allez en France, comme ici, pour disputer ce genre de courses, de championnats? C'est des moments que vous vous réjouissez de vivre? Exactement. C'est ma passion, c'est mon sport que je fais
depuis maintenant de nombreuses années. Après, c'est clair que de faire ça à côté des études, c'est quand même assez compliqué. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup de sacrifices. C'est clair que, on va dire que la plupart de mon quotidien est donc adapté à ça, que ce soit pour la préparation physique ou les entraînements. Donc, c'est quand même, on va dire, ce que je fais la plupart du temps, malgré que je sois encore aux études. Parce que c'est combien d'entraînements par semaine? Et puis où est-ce que vous vous entraînez d'habitude pour préparer ces courses? Bah, en général, on essaye de se préparer à l'endroit où en fait la course va se dérouler. Et donc ça varie, ça peut être en France, ça peut être en Espagne, ça peut être au Portugal. En général, c'est pas en Suisse parce qu'on n'a pas de piste malheureusement. Ça vous fait voyager, Mais quoi. c'est ça. Mais c'est quelque chose que j'aime aussi. Donc c'est pas quelque chose qui me pose problème. Après, bien sûr, ça rajoute encore du temps à prendre. Donc c'est un paramètre à prendre en compte. Vous êtes sur le circuit, montrez-nous un petit peu là ce qu'il y a autour de vous. Et puis je crois qu'il y a votre voiture qui est pas loin. Qu'on se rende un petit peu compte de ce que c'est. Donc là, on voit déjà qu'il y a les ailerons de rechange au cas où ils seraient cassés. On a des pneus ici. Ici, il y a toutes les tentes donc où les mécanos travaillent avec les pneus, les pompes, etc. Ouais. Après, là, on a les voitures. Il y a 6 monoplaces qui sont quasiment toutes démontées. Elles sont en train d'être préparées pour les qualifs. Et la vôtre, elle est pas loin. Ah, elle est juste ici. Je vais vous la montrer. Ok. Donc, elle est là. Alors, expliquez-nous un petit peu, Théo, du coup, qu'est-ce que ça change? Parce que vous avez fait du karting pendant de nombreuses années. Maintenant, vous êtes passé à la monospace en Formule 3 depuis pratiquement un an maintenant. Qu'est-ce que ça change pour vous? Quelle est la différence déjà entre le kart, le monospace et puis au niveau des sensations que vous avez? Bah, ce qu'il faut préciser, c'est beaucoup plus rapide. C'est quand même différent. Le pilotage n'est pas le même. Je dirais presque que c'est plus compliqué à être rapide sur une monoplace que sur un karting. Ça demande beaucoup d'analyse. On a des ingénieurs pour analyser nos vidéos, nos datas. En fait, il y a une partie à faire sur la piste, mais il y a encore un autre axe qui est très important, qui est l'analyse de nos performances pour vraiment progresser. Donc, c'est quelque chose ça qu'on n'a pas en karting. Donc, ça rajoute une difficulté en fait. Ouais. Donc, en gros, c'est un engin qui est plus rapide, qui est aussi plus compact. Donc, exactement. Pour le moment, c'est cette Formule 3, donc qui est un bolide plus petit et puis moins rapide aussi forcément que la Formule 1. La Formule 1, du coup, c'est quoi? C'est ce que vous visez? C'est votre rêve? C'est un peu tôt pour le dire. Actuellement, les budgets posent problème pour espérer faire ça un jour, vu que maintenant, c'est vraiment en train d'exploser. Donc, pourquoi pas avec un très gros partenaire, mais pour l'instant, je pense pas que ce soit envisageable. Un petit mot quand même pour savoir, j'aimerais savoir ce qui vous a poussé à faire ce sport. Bah, c'est quand même c'est un sport de famille. Donc, mon grand-père, mon père, mon frère en faisaient. Donc, ça a été un peu la suite logique pour moi. Je me suis pas mis tout de suite. Enfin, ça fait quand même depuis l'âge de 8 ans, mais ouais, c'est surtout quand même. Mais je me suis inspiré de mon grand-père. Et puis après, j'ai tout de suite, on va dire, accroché. Et puis, ça a surtout pris de l'ampleur pour moi depuis l'année 2020, 2019-2020, à mes 2 dernières années de karting, où j'ai vraiment passé à ce moment-là au plus haut niveau. Et c'est là que ça a commencé à devenir important. Ouais. C'est un sport quand même, faut le rappeler, extrêmement dangereux. C'est un facteur qu'on peut pas nier. Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez conscience ou est-ce que c'est une motivation? Est-ce que c'est l'adrénaline? Est-ce que c'est le danger qui vous attire aussi dans ce sport? Bah, c'est clair que c'est quelque chose qui fait partie de notre sport. Après, bien sûr, on n'y pense pas trop. Je pense même qu'on ne se rend même pas compte pour la plupart des pilotes. Après, en général, ce qui nous fait réaliser, c'est peut-être quand il y a des gros accidents, là qu'on se dit que ça aurait potentiellement pu être nous ou que finalement il y a des accidents qui peuvent être choquants, qui peuvent être relativement violents.
Donc, Parce que vous-même, vous avez eu des sorties de route, vous avez même fait des tonneaux avec ces voitures. J'imagine que ça doit faire quelque chose. À ce moment-là, on réalise quand même et on se dit, ouais, c'est ça. Bah, c'est clair que ça perturbe. C'est pas quelque chose à quoi on est habitué et c'est pas le but du tout. Mais ouais, c'est vrai que ça fait partie du sport et on l'accepte, en tout cas pour ma part. Et puis, ouais, comme vous l'avez dit. Proches, ils acceptent. Bah, eux-mêmes seront les meilleurs pour répondre à cette question, mais je pense il y a toujours peut-être du stress et une peur sans forcément qu'on le dise. Ouais. C'est quoi aujourd'hui c'est quoi la suite? C'est quoi votre rêve avec la course automobile? Bah, aujourd'hui, je suis déjà en train de discuter avec pas mal de potentiels partenaires pour espérer monter les échelons l'année prochaine, que ce soit toujours en monoplace ou en endurance. Pour faire votre métier? C'est vrai que ça serait un bel accomplissement, ouais, devenir professionnel. On vous souhaite le meilleur, en tout cas, Théo Vaucher. Merci beaucoup Merci à vous. d'avoir discuté avec moi ici par visioconférence. Et puis, c'était bien de pouvoir voir, parce que c'est compliqué de se déplacer en France, mais en tout cas, grâce aux technologies, on a pu voir un peu votre voiture, le circuit et tout ça. Donc, merci et bon succès. Super, merci beaucoup. À bientôt. À bientôt, au revoir. Un très joli portrait proposé par toi, Alexandre. Mais demain, c'est à l'extérieur qu'on te retrouve. Eh bien, on ira visiter le musée romain de Nyon. Voilà. Tout ça en plateau aussi, à voir avec le nouveau conservateur qui sera notre invité, Raymond Bourguignon. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir partagé votre passion avec nous, votre activité. Plaisir. Un plaisir de vous revoir aussi à l'extérieur, à la maison. Un plaisir d'avoir pu vivre cette quotidienne en votre compagnie. Bonne suite de programme sur Nyon Région Télévision.